Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est une question qui sert de titre à notre émission de ce soir. C'est une question que Armand Jameau, Guy Darbois, Yvette Plailly, Anne-Marie Lamory, moi-même, c'est-à-dire toute l'équipe des dossiers de l'écran, nous nous sommes posés depuis que nous avons commencé à préparer cette émission. Et c'est probablement une question que vous aussi tout à l'heure, pendant le débat et après le débat qui va avoir lieu dans un instant, vous vous poserez aussi. Car c'est en effet, je crois, la question la plus difficile qui puisse être posée à un homme civilisé. Et pourtant, ici même, dans ce studio, il y a deux hommes, deux invités, qui ont déjà répondu à cette question. Ce sont deux Uruguayens. Il s'agit de M. Fernando Parrado et de M. Roberto Canessa. Mais à leur place, dans la situation où ils se sont trouvés en octobre 1972, la question est de savoir ce que nous aurions fait, ce que vous auriez fait. M. Parrado et M. Canessa avaient pris place dans un avion. Il y avait en tout 45 passagers à bord. La majorité des passagers était constituée par une équipe de rugby, une équipe de jeunes rugbymen, dont faisaient partie M. Canessa et M. Parrado. L'avion a décollé, et puis il a été pris dans une tempête, et il s'est abattu au milieu de la cordillère des Andes à 4000 mètres d'altitude environ. La carlingue s'est pratiquement coupée en deux. Il y a eu 18 morts, et M. Parrado et M. Canessa ont, avec les 25 survivants, commencé à attendre les secours, des secours qui, pensaient-ils, ne devaient pas tarder à arriver. Et puis ils ont attendu des jours, et puis d'autres jours encore, et puis toujours pas de secours. Et il est évident que les naufragés avaient très froid, puisqu'il faisait quelque chose comme 20 degrés au-dessous de zéro. Ils avaient aussi très faim, et surtout, ils pensaient que si les secours n'arrivaient pas très vite, eh bien, ils n'avaient pratiquement aucune chance de s'en tirer. Ils avaient toute chance de finir sur ce plateau désertique de la cordillère des Andes. Alors, mus probablement par ce qu'il est convenu d'appeler l'instinct de conservation, pour survivre à tout prix, pour subsister malgré tout, eh bien, ils ont été amenés à poser leur regard sur le corps, sur les cadavres des passagers qui avaient péri au moment de la catastrophe et qui avaient été conservés parfaitement intacts par le froid intense. Et ce sont ces corps, ce sont ces cadavres des passagers qui leur ont permis de subsister, de survivre pendant quelques 2 mois et demi jusqu'à l'arrivée finale des secours. Alors, je vous pose la question, qu'aurions-nous fait, qu'auriez-vous fait si vous aussi, vous aviez été dans cette même situation, si vous aviez dû, pour subsister, manger les corps de vos compagnons? Je crois que c'est une question à laquelle plutôt chacun répondra en son âme et conscience. Mais en tout cas, il y a ici deux hommes qui ont déjà répondu à cette question et qui pourront nous dire tout à l'heure quels ont été leurs tourments moraux, leurs drames de conscience avant de parvenir à cette décision collective. Il s'agit, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous les ai présentés, de M. Fernando Parrado et de M. Roberto Canessa. J'ajouterai que non seulement ils faisaient partie de cette équipe, mais qu'ils ont été en quelque sorte les sauveurs, puisque ce sont eux qui, à force de volonté, d'opiniâtreté, avec un courage extraordinaire, sont parvenus à quitter cette plateforme désertique de la cordillère des Andes pour aller chercher dans la vallée du secours, pour ramener les sauveteurs, avec les hélicoptères pour terminer, pour finir ce cauchemar. Et puis il y a également avec nous ce soir M. et Mme Nikolić. M. et Mme Nikolić, qui sont venus aussi spécialement d'Uruguay pour participer à cette émission. M. et Mme Nikolić, dont le fils, avant de mourir, plusieurs jours après l'accident, le fils de M. et Mme Nikolić faisait également partie de cette équipe de rugby, il était avec M. Canessa et M. Parrado, eh bien le fils de M. et Mme Nikolić avait accepté consciemment de permettre à ses camarades de se servir de son corps pour survivre. Avec nous, le père Guizard. Le père Guizard, qui est rédacteur en chef de La Croix et qui pourra nous dire tout à l'heure, le journal La Croix, le quotidien La Croix, et qui pourra nous dire tout à l'heure quelle est et quelle a été à l'époque, au moment où on a appris cette nouvelle, vous vous en souvenez, c'était en octobre 1972, la position de l'Église sur cette tragédie. Et puis nous avons pensé également qu'il était indispensable de connaître le point de vue de la médecine qui est représenté ici ce soir par le professeur Trémolière.
Par ailleurs, nous accueillons une invitée, une jeune femme qui s'appelle Catherine Pless. Catherine Pless a vécu quelque chose d'à peu près semblable, à ceci près que les choses se sont beaucoup mieux terminées pour elle. Catherine Pless a été aérée en mer, a été perdue en mer avec un compagnon sur un minuscule you-you, vous savez, ces petits dinghies. Et au plus profond de sa détresse, au paroxysme de la faim, eh bien, elle avoue qu'elle a songé à utiliser le même moyen de subsistance que M. Parado et M. Canessa, à condition, bien sûr, que son compagnon vienne à décéder. Et enfin, M. Pierre Spolried, qui est journaliste, qui est écrivain et qui a recueilli les témoignages et les confessions des naufragés de la Cordillère des Andes pour reconstituer très minutieusement, très fidèlement, la tragédie dans un livre qui est intitulé « Les survivants ». Voilà, vous connaissez maintenant nos invités. Je voudrais vous demander de téléphoner dès maintenant à SVP, car en effet, ce soir, nous n'avons pas de film. Ou plutôt, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Mais avant, je vous demande de téléphoner dès maintenant à SVP. Nous n'avons pas trouvé en effet de film qui puisse illustrer un cas semblable d'anthropophagie. Mais il se trouve, et vous vous en souvenez certainement, car beaucoup d'entre vous ont dû le voir, que l'ORTF a diffusé il y a quelque temps un film qui s'intitule « Le vol du phénix » et dont la fiction s'apparente sur bien des points à la réalité de la Cordillère des Andes. Nous avons donc obtenu l'autorisation d'utiliser un certain nombre de passages, un certain nombre d'extraits de ce film pour bien vous faire comprendre, pour mieux vous faire comprendre quelle a été, pendant cette tragédie d'octobre 1972, la situation matérielle et aussi la situation morale des compagnons de M. Canessa et de M. Parado. Et vous allez voir dans un instant, nous allons donc passer des extraits et puis j'interviendrai entre ces extraits pour vous expliquer, pour vous permettre de faire la comparaison entre ce qui s'est passé dans la fiction et ce qui s'est passé dans la réalité. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points communs. Je vous le dis, ce film, comme dans la Cordillère des Andes, commence par un accident d'avion, à ceci près que l'accident d'avion n'a pas lieu dans la Cordillère des Andes, mais en plein désert, à des centaines et des centaines de kilomètres de toute civilisation, de tout secours. Car vous êtes revenu avec les hélicoptères. J'ai dit tout à l'heure par erreur que l'hélicoptère vous avait survolé. En fait, vous êtes parti à pied. Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire parce que vous n'étiez pas du tout préparé à cette randonnée dans la neige. Et c'est vous qui avez donné l'alerte et qui êtes revenu avec les hélicoptères pour sauver vos compagnons. Je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais tout de suite demander une nouvelle fois à ceux qui nous écoutent ce soir de téléphoner maintenant à SVP, puisque nous avons fini la projection des extraits du film que nous avions choisi pour illustrer ce soir ce dossier. Je vous ai expliqué pourquoi nous l'avions fait. Nous venons de voir également ce petit document qui a été tourné par un sauveteur chilien. Vous pouvez donc, maintenant le débat commence, vous pouvez donc tout à loisir entrer en contact avec nous par le canal d'SVP, c'est-à-dire par le canal de Guy Darbois. Et sans plus attendre, d'ailleurs, je vais lui donner la parole, puisque dès le début de cette émission, je vous ai demandé de téléphoner et que déjà, très nombreux, vous avez appelé SVP. Eh bien Alain, d'abord je crois qu'il faut conseiller la plus grande patience à nos correspondants, étant donné que nous sommes déjà submergés par les appels. Depuis 21 heures, le standard est véritablement embouteillé. Il y a énormément de questions. Vous avez bien fait aussi de parler de ces extraits du film, étant donné que je dois dire que les coupures ont mécontenté quelques-uns des téléspectateurs, mais il faut bien qu'ils comprennent. Oui, il faut expliquer, je crois, Guy, que le film entier, dans sa version intégrale, fait à peu près 2h30, qu'il était donc impossible de le passer ce soir et de faire un débat derrière. D'autre part, je l'ai dit, mais je voudrais le répéter pour tous ceux d'entre vous qui prendraient l'émission maintenant, ce film, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu il y a quelque temps, puisque l'ORTF l'avait projeté. Il nous a donc paru plus sage, à la fois pour réserver un temps assez long pour le débat et pour ne pas vous infliger une nouvelle projection, de le résumer et de choisir seulement les extraits qui avaient une similitude avec la situation concrète dont nous allons débattre ce soir. Guy, c'est à vous, oui. Je dois dire que dans la majorité des fiches, nous retrouvons surtout des réactions. Et je peux vous en donner de deux sortes. Il y a par exemple une dame qui dit « J'aurais préféré être mangé plutôt que de manger un être humain » ou un autre qui dit « Je suis resté 32 jours sans manger et cette idée ne m'est jamais venue. » En revanche,
il y a énormément de fiches de gens qui disent « ce sont des gens admirables » ou bien « en 1941, j'avais 20 ans, avec 200 grammes de rutabaga par jour, je ne condamne pas l'anthropophagie parce que j'ai atrocement souffert de la faim » ou un homme qui nous apporte son témoignage et qui dit « lors de l'encerclement de Stalingrad, au cours de la dernière guerre, les soldats allemands, dont l'oncle de notre téléspectateur, ont dû, manquant de vivre, manger des soldats allemands morts. » Voici déjà le débat, en tout cas entre les téléspectateurs, qui s'est instauré. Ils sont d'un avis totalement différent et ils posent énormément de questions dans tous les sens. Et je dois dire qu'il y a une question que lorsque j'ai vu la première fiche qui posait cette question, j'ai pensé que c'était un canular. Mais étant donné qu'il y a des dizaines et des dizaines de fiches qui posent cette même question, je serai obligé de la poser tout à l'heure. Mais tout de suite, nous devons demander à M. Canessa et à M. Parado de nous dire à quel moment et dans quelles circonstances la décision a été prise de manger de la chair humaine. Monsieur Canessa. Cette décision, nous l'avons pensée quand le troisième jour, j'avais vu que le lieu, il avait seulement neige, neige, neige. Et il n'y avait pas de possibilité. Moi, je pense que nous, la recherche, c'est excité. Dans le 8e jour, nous avons un petit radio. Mais ces radios ne fonctionnaient pas parce nous devons faire une grande antenne. Avec ces antennes, nous avons écouté que la recherche, c'est fini. Parce que la circonstance dans la... Oui, vous avez appris que les recherches étaient stoppées. Stoppées. Qu'on avait abandonné tout espoir de vous retrouver et vous avez appris ça, ce qui a dû être terrible pour vous. Oui. Je me rappelais très bien de ce moment, c'est les fils de ces personnes qui sont ici qui m'avaient dit... Monsieur et Madame Nikolic, oui. Canessa et mes amis, j'avais une bonne notice pour vous. Qu'est-ce que c'est une bonne notice? Ils ne cherchaient pas. Nous devons sortir par nous, ici. C'est formidable comment ces amis m'avaient dit ces choses. Hein? Parce qu'ils pensent à ce moment que nous pouvons sortir. Hein? Et dans ce moment, nous ne pouvons sortir parce que le climat, c'est terrible. La neige, c'est très froid. Nous devons rester dans l'avion parce que le climat, c'est meilleur. Et qu'est-ce qu'il nous mange? Il n'a pas de manger. Il n'a pas de manger, il n'a pas de manger. Et je pense, qu'est-ce que c'est meilleur? Mourir ici ou soit vivre? Et je pense, ouais, si je suis mourir, je suis aussi très content que mes amis utilisent mon corps. Parce que c'est très difficile. Et je n'aimais de dire à mes amis cette idée. Mais dans ce cas, il avait pensé aussi. Il y a beaucoup de gens qui avaient pensé. Nous avons une grande discussion comme hommes, comme catholiques, comme personnes et comme survivants. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous pouvez imaginer que dans l'avion, il y a une femme aussi, étant différentes personnes. J'ai étudié de la médecine. Pour moi, c'est un programme de protéines. Je comprends que quand vous êtes mort et tout, c'est fini. Pour d'autres personnes, il avait dit que c'est comme la communion quand Jésus avait dit mon corps et mon sang, c'est pour vous. Les enfants comprennent que les amis il avaient donné son corps pour survivre. Mais ces parts, c'est facile. Les parts vraiment difficultés, c'est quand vous devez faire l'acte. C'est terrible, terrible. Et dans ce moment, je pense, ne c'est pas pour moi seulement, c'est pour tout qui reste dans l'avion, que je devais manger ça morceau. Et je pense aussi, dans chez moi, mon mère et mon famille, il n'importe pas, la révolution n'importe nada. Je dois manger ça pour c'est l'unique possibilité, hein? Non la manière de sortir d'ici, la possibilité. Et aussi, mes amis sont très bons, ils me dire, allez, allez. Oui, monsieur Rie, vous voulez ajouter quelque chose? C'était une décision pas du tout égoïste. Ils pensent toujours de leur famille et aussi ils ont pensé
fille de Nikolic a pensé toujours à sa famille. Il a dit dans une lettre que si une fois il se meurt, il sera heureuse de laisser son corps pour les autres. Je voudrais, Monsieur Canessa, je voudrais vous poser à nouveau la question. Je vous remercie de parler en français, c'est un grand honneur que vous faites, mais je voudrais aussi vous dire de prendre votre temps. Je pense que ces souvenirs que nous évoquons ici ce soir à la télévision sont évidemment très présents dans votre mémoire. De plus, vous faites l'effort tout à fait particulier, tout à fait remarquable de parler dans notre langue. Je vous en remercie, mais je vais vous demander en même temps, si vous voulez bien, de parler un petit peu plus lentement, de manière à ce que l'on vous comprenne bien. Vous avez dit, Monsieur Canessa, que vous êtes toujours, je suppose, à l'époque, en 1972, vous étiez étudiant en médecine, c'est cela? Donc vous aviez, par rapport à vos camarades de l'équipe de rugby, une plus grande connaissance du corps humain. Vous étiez d'ailleurs, il y avait d'ailleurs 2 autres étudiants en médecine avec vous, mais si j'ai bien compris, c'est vous qui... Tout le monde avait un petit peu la même idée que vous. Tout le monde pensait que c'était une solution, ou peut-être la solution. Mais c'est vous qui avez, comme vous dites, passé le premier aux actes. C'est vous qui êtes passé le premier aux actes. Oui, non seulement moi, il y avait mes camarades qui aussi. Je crois que as un étudiant de médecin, je suis accostumé de porter et d'étudier sur les cadavres. Oui. Je pense que c'est mon responsabilité. Et j'ai le suffisant courage. Quand je pense qu'une chose est bonne, je le fais. Ma conscience, c'est qu'il m'a dit qu'est-ce que je dois faire. Seulement mon conscience. Je crois que c'est mon responsabilité. Et je l'avais dit, si vous voulez, je sortirai. Et si vous pensez que nous ne devons manger pas nos camarades, je les mangerai parce que je l'avais pensé et je crois que c'est l'unique solution. Et je suis très content et je suis mort que vous de donner mon corps pour vous. Mais vous en avez parlé entre vous. Je veux dire, avant d'arriver là, si vous voulez, vous en avez parlé entre vous. Il y a ceux qui étaient pour, ceux qui hésitaient, ceux qui étaient contre. Non, vraiment, le problème, c'est que j'avais dit que j'allerais, sortirais, mangerais. Pour moi, j'avais un petit sinon. Je ne sais vraiment si j'ai suffisamment courage. Mais il y avait des personnes qui avaient dit ça c'est bien, si vous pouvez manger, ne pouvez pas. Si le programme moral, c'est développer bien. Si vous pouvez, c'est bien, moi je ne pouvais pas. Ça, c'est le cas de la femme qui m'avait dit je ne pouvais pas. La répulsion, c'est très grande. Je l'avais dit vous devez retourner tout chez moi et tout son fils, qu'il nécessite beaucoup de toi. Je pense que vous devez faire le sacrifice, parce que fait vraiment le sacrifice. Et sa femme, c'est incroyable. C'est terrible, le sentiment, mais je dois manger, je dois manger. Et c'est le cas plus remarquable d'une personne qui dit non, ce n'est pas possible pour moi. Mais quand vous avez été amené, M. Canessa, à le faire, vous dites, bon, j'étais plus accoutumé que les autres. J'étais plus accoutumé que les autres parce que j'étais confronté aux cadavres à la faculté de médecine, certes, mais vous n'aviez jamais mangé de cadavre, évidemment. Et la première fois, ça a dû être un choc terrible. Bien sûr, j'imaginais que c'est terrible, mais dans ce moment, je pense que je le dois faire. Je pense à mon famille, à mon mère, à mon fiancé, toutes ces personnes que je dois faire les sacrifices. Hein? C'est un sacrifice. J'avais sorti, j'avais les morceaux dans mon main, mais je dois morceaux dans mon stomac. Mais comme c'est impossible, je dois faire. Je dis, bon, allez. Et c'est très difficile. Mais je pense qu'en ce moment, j'avais pensé dans tous les gens qui sont dans l'avion, dans toutes les personnes, et non
à moi, parce que je sais que si j'avais dire non, 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 je crois que les autres gens n'est possible pour elles. Mais il y a beaucoup d'amis qui sont les étudiants de médecine qui sont là, et il y a des amis qui sont aujourd'hui morts, qui sont dans la même position, qui m'encouragent, c'est bien fait, hein? Que c'est très important parce que c'est une décision que vous ne savez pas si c'est bien ou c'est mal. Mais je crois que le plus important est que je ne les fais, daño. Je n'ai pas fait mal tous mes camarades qui sont morts. J'ai fait tout ce qui est possible pour conserver sa vie. Mais quand sa vie est sortie de son corps, c'est fini. C'est une chose que je peux utiliser pour sortir de sa place, comme j'ai utilisé les bagages, comme nous avons utilisé l'avion, comme nous avons utilisé toutes les choses. Pour survivre. Pour survivre. Pour survivre, oui. Monsieur Parado. Il est important d'essayer d'éclaircir un doute. Nous n'avons pas essayé de justifier jusqu'à maintenant le fait d'avoir mangé de la chair humaine. En fait, ceci avait de la valeur pour nous parce qu'il fallait nous sauver. En fait, c'était une des solutions qui nous a permis de nous sauver. Et de la même façon, nous avons dû lutter contre le froid, nous avons dû lutter contre la neige, nous avons dû avancer avec difficulté, nous avons dû monter dans des blue jeans à 4600 mètres d'altitude. C'était très important car il fallait sauver les autres. Il ne fallait absolument pas être égoïste vis-à-vis des autres. Et tout ceci était beaucoup plus important qu'en fait de manger de la chair humaine. Et je crois que si nous devons nous retrouver dans une situation semblable, eh bien, alors sans aucun doute, moi je suis sûre personnellement que je ferai exactement la même chose. SVP. Je me demande quels arguments ont finalement décidé tous les rescapés de cet avion à prendre la décision de manger de la chair humaine. Et si le fait d'être catholique ne les a pas aidés dans cette décision. Monsieur Parado. Naturellement, le fait d'être catholique a aidé à bien des personnes qui étaient avec nous, surtout parce que nous avons comparé ceci à la communion, au corps du Christ, puisque le Christ a livré son corps à ses apôtres, il leur a livré son corps et son sang. Eh bien, nos amis ont été aidés considérablement par cette idée de la communion pour pouvoir survivre. Dans mon cas, par exemple, eh bien, j'ai vu un fait beaucoup plus important que la comparaison avec la communion. Dans cet avion, j'ai vu mourir ma mère et ma sœur. Et je savais que mon père était chez lui, était très triste. Eh bien, moi, j'ai dit, en une seule minute, il faut que je fasse absolument l'impossible pour sortir de là où je suis. Ce qui fait que manger de la chair humaine, c'était horrible, ça je reconnais, mais cela m'a permis de me sauver et de retrouver mon père, qui est ce qui est de plus cher au monde pour moi-même. Oui, nous avons avec nous, je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur et Madame Nikolic. Monsieur et Madame Nikolic, leur fils était avec Monsieur Canessa et Monsieur Parado dans l'avion. Ils faisaient partie de la même équipe de rugby. Lui a trouvé la mort au moment de l'avalanche. C'est bien ça, Monsieur Reed? Oui. Hein? Il a trouvé la mort non pas au moment de la catastrophe, mais au moment de l'avalanche qui est survenue quelques jours après l'accident. Et Monsieur Nikolic, votre fils... C'était 2 semaines après. 2 semaines, c'est ça. A servi de repas, de subsistance, a permis à ses compagnons de survivre. Et il avait fait, il vous l'a écrit dans une lettre, volontairement donne son corps à ses amis. C'est bien ça, monsieur? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous venez de dire. Et vous devez comprendre que mon fils, notre fils, a pu subsister pendant de nombreuses journées grâce à cette chair humaine. Et c'est un fils
auquel nous penserons toujours. C'était un jeune garçon entouré d'amis. Et pour nous, le fait que notre fils ait réussi à faire que ses amis subsistent et survivent est énorme pour nous. Et je crois qu'en fait, c'est une des meilleures formes de mourir lorsque l'on peut être utile aux autres. Madame Nikolić, à aucun moment vous n'en avez voulu aux compagnons de votre fils? Non. Non. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je l'ai parfaitement acceptée. Parce que c'était une obligation pour les autres. Ils sont restés là 70 jours. Et ils devaient en sortir, comme l'ont dit Parrado et Canessa. Et je crois que toutes les mères des enfants qui ne sont pas revenus ont accepté cette chose comme moi je l'ai acceptée. Nous avons beaucoup d'amitié pour tous ces jeunes gens. Nous essayons de les encourager et de les aider le plus possible. SVP. Les téléspectateurs n'ont pas très bien compris, lorsque vous avez posé la question à M. Canessa, de savoir si certains des rescapés, tout de suite après l'accident de l'avion, s'étaient refusés définitivement à manger de la chair humaine et ce qui leur était advenu. Oui, M. Parrado. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Aucun des survivants n'a refusé de manger de la chair humaine. Certains ont mis 1 jour de plus ou 2 jours de plus au maximum. Par exemple, Madame Mettol, qui a mis beaucoup plus de temps à manger de la chair humaine, a mis, je crois, 3 jours. Mais elle savait que l'amour qu'elle avait vis-à-vis de ses enfants, qu'il attendait, qu'il en avait besoin. Elle avait 4 enfants, effectivement, très petits. Eh bien, elle savait que cet amour devait lui faire manger de la chair humaine. Et en fait, elle n'a pas pensé qu'elle mangeait de la chair humaine. C'était la façon de retrouver ses enfants et d'aider ses enfants à vivre. SVP. J'ai demandé tout à l'heure, au nom des téléspectateurs, si le fait d'être catholique avait aidé M. Parrado, M. Canessa et leurs compagnons à assumer cette décision qu'ils avaient prise, mais on demande à notre invité, le père Guissard, ce que l'Église, elle, pense de cette situation et si elle a pris une position à ce sujet. Eh bien, oui. On se souvient peut-être que en 1972, en décembre 1972, les journaux du monde entier et les journaux français en particulier ont fait écho à l'appréciation qui a été portée sur cette extraordinaire aventure qui est arrivée à des hommes, à des catholiques. Et à aucun moment, il n'a été question de condamner ce comportement parce que, aussitôt, on a vu d'abord qu'il s'agissait d'un cas de nécessité absolue, d'une situation d'extrême urgence, un cas de force majeure, et que dans ces conditions, même les interdits et les tabous peuvent et même éventuellement doivent être surmontés. D'autre part, les personnalités de l'Église qui ont été consultées ou qui se sont prononcées, celles de votre pays, par exemple l'archevêque de Montevideo, Monseigneur Cartilli, ainsi que son coadjuteur, Monseigneur Rubio. D'autres encore ont exprimé l'idée que je partage, bien entendu, et que nous avons partagée sans aucune difficulté, que la conduite que vous aviez eue pour survivre était tout à fait justifiable et qu'elle l'était parce que la vie passe avant tout le reste. Dans le christianisme, il y a, qu'on le veuille ou non, une permanence de la pensée, de l'enseignement pour le respect de la vie humaine. En conséquence, ici, dans la situation
auxquelles nous sommes affrontés, puisque nous réfléchissons ensemble, c'est les données de la mort qui ont été vaincues par les exigences de la vie. Il me semble que même sans être chrétien, on peut, sans aucune difficulté, partager ce point de vue. D'autre part, comme l'a dit par exemple un théologien italien, le père Concetti, qui écrivait dans le journal du Vatican, l'Osservatore Romano, à cette époque, selon la formulation la plus classique, une fois que l'âme s'est séparée du corps, le corps redevient un assemblage de matière chimique, avec le respect naturellement que les chrétiens lui doivent, en raison de l'âme qu'il a animée et des sacrements qu'il a pu recevoir, mais il redevient un composé chimique voué à la décomposition, et par conséquent, rien ne s'oppose, ni sur le plan philosophique, ni sur le plan moral, à ce que la chair humaine serve d'aliment pour la survivance des hommes. D'autre part, l'un d'entre vous, je crois, et j'ai lu ça dans le livre de M. Reed, Les survivants, l'un d'entre vous a fait la comparaison avec la transplantation des greffes, des greffes d'organes. Et effectivement, il semble que cette assimilation soit fort intéressante et soit même assez profonde, car enfin, s'il est légitime, s'il est permis de greffer des organes venant d'un corps humain sur un autre corps humain, il y a donc là une solidarité, j'allais presque dire une communion, mais pas tout à fait dans le sens où vous en avez parlé tout à l'heure. Et on ne voit pas pourquoi on n'irait pas jusqu'au bout de cette réflexion en disant que la chair des cadavres pouvait aussi, et devait même jusqu'à un certain point, servir à maintenir des hommes en vie. Par conséquent, la raison qui vous ont poussé était profondément ancrée, non seulement dans le désir que vous aviez de survivre, comme des jeunes hommes très forts que vous étiez, mais aussi comme chrétien et comme esprit qui résonnait sainement, et comme conscience, car nous imaginons fort bien, enfin, nous essayons d'imaginer plus exactement le cas de conscience que ça a pu représenter pour vous. Mais, mon père, je voudrais vous poser une question sous le contrôle de M. Reed, qui est l'historiographe de cette tragédie. L'un des pilotes, je crois, a été tué sur le coup, et l'autre, le copilote, celui qui se trouvait sur le siège à côté de lui, a été très, très grièvement blessé. Oui. Il était coincé entre le cockpit et le dossier de l'appareil. Bon, il était absolument hors de question de le sortir, de l'extraire. Et il souffrait atrocement, d'après ce que vous racontez dans votre livre, M. Reed. Et il a demandé à M. Canessa, M. Parado, enfin, je ne sais pas, il a demandé aux passagers de l'avion de bien vouloir l'achever. Il avait un revolver, il a dit, tenez, prenez mon revolver, et puis tuez-moi. Oui. Et tout le monde a refusé. Oui. Je me souviens très bien de ce passage dans le livre, et j'avoue que j'y ai réfléchi. Or, il n'y avait aucune chance. Oui, c'est exact. Oui, mais ils ont refusé aussi, ils n'ont pas pu trouver le revolver, alors... Ah. Mais même s'ils d'après ce que vous dites, M. Reed, je me réfère à vous, d'après ce que vous dites, ils ont refusé. Oui. Parce que j'ai été frappé, moi, de la persistance de l'idée qu'il fallait échapper au suicide. Oui. Ou à quelque chose qui ressemblait au suicide. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que d'abord, il y a un refus d'aider quelqu'un à se suicider, ou de pratiquer l'euthanasie, comme vous voulez. Bon. De rater la mort, disons. Si vous voulez. Et puis, il y a aussi une autre idée qui a été abordée par M. Canessa tout à l'heure, qui est de tout faire pour survivre, bien sûr, mais pour ne pas se laisser mourir, peut-être aussi, non? Oui, c'est cela. Le respect de la vie, comme on le sait, dans la pensée chrétienne, mais aussi dans la pensée de beaucoup d'autres personnes, bien entendu, va jusque-là, c'est-à-dire qu'on est porté alors à faire tout ce qui est possible pour éviter la mort. Et on ne se reconnaît pas le droit de mettre fin à la vie ou de laisser la vie se terminer avant son terme normal. Et j'ai été frappé, moi, en lisant le livre, du fait que ça allait très loin dans les problèmes de conscience qui se sont posés.
parce que on avait même presque l'impression, à certains moments, qu'il fallait absolument se nourrir de la chair humaine pour éviter la mort. Alors qu'en fait, tout de même, on n'est pas obligé de dire que l'obligation de refuser le suicide entraîne des inconvénients et des difficultés de cet ordre. On est tenu à se maintenir en vie que par des moyens, appelons-les, ordinaires, et non pas nécessairement par des moyens extraordinaires. Mais en même temps que la réflexion sur le suicide, ou si vous voulez sur la mort anticipée ou hâtée, ce qui m'a frappé aussi, moi, c'est la solidarité qui a joué. L'exemple qui vient d'être donné, enfin l'épisode qui vient d'être rappelé de votre compagnon qui avait offert lui-même son corps pour que... Monsieur Nikolic, oui. Monsieur Nikolic, oui, pour qu'on puisse survivre. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire, de signification à la fois de fraternité humaine et même de solidarité chrétienne. C'est pour ça que j'employais le mot communion tout à l'heure, non pas au sens de la communion sacramentelle à laquelle vous avez fait allusion, mais vraiment d'un partage poussé jusqu'à ce sacrifice consenti à l'avance. Monsieur Reed, au bout de combien de jours après l'accident, après la catastrophe, les compagnons de M. Parado et de M. Canessa ont-ils été amenés à prendre leur décision? À peu près 6 jours. 6 ou 7 jours. 6 jours. 6 jours, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'avait plus rien. C'était juste avant qu'il avait su que la recherche était finie. Ils sont divisés entre entre les optimistes et les pessimistes. Oui. Alors, les optimistes ont pensé toujours que le secours vient. Les pessimistes, c'était des réalistes. Ils ont compris que si le secours vient, ça sera là déjà. Et ils n'étaient pas là, alors il faut commencer à penser à faire des choses pour en sortir eux-mêmes. Et ces réalistes... Et à ce moment-là, je veux dire, il n'avait plus rien du tout. Enfin, il n'était plus il de vivre. Il y avait du vin, pour commencer, il y avait du vin, un peu de chocolat, des petits biscottes, des choses comme ça, mais il n'y avait rien de vrai pour manger. Il n'y avait rien dedans, pas de végétation, il y avait de la neige, et du rocher, c'est tout. C'est impossible de sortir. Alors, c'était la seule façon de vivre. Nous avons une invitée, je l'ai présentée tout à l'heure en commençant cette émission, qui est une jeune femme qui s'appelle Catherine Pless et qui a vécu une aventure semblable, pas tout à fait, mais vous allez nous préciser. Vous étiez parti sur un petit bateau. Sur un petit voilier, oui. Pour faire une grande expédition. On était deux. Un jeune garçon de 25 ans m'accompagnait. Moi, à l'époque, j'avais 19 ans. C'était en septembre 1972. Et on a été surpris par une très violente tempête dans le golfe du Lion. Et on a été plus ou moins contraints d'abandonner notre bateau et de se réfugier dans un canot de sauvetage automatique. Et vu l'extrême mauvais temps, alors qu'on avait embarqué des vivres en suffisance et de l'eau et des moyens de se signaler, on a chaviré plusieurs fois et on s'est retrouvé avec quelques litres d'eau, plus rien à manger, un canot de sauvetage à moitié détruit qui perdait de l'air et qui prenait de l'eau. On était constamment trempés, on baignait dans l'eau et nous sommes restés comme ça 12 jours à la dérive en Méditerranée, sans rien manger, en buvant très peu, et de l'eau de pluie surtout mélangée à de l'eau de mer. Et n'ayant pas de moyen de nous signaler, il y a environ une vingtaine de bateaux qui nous sont passés sous les yeux sans nous voir. Enfin, le 12e jour, il y a un bateau qui est passé un peu plus près et qui heureusement nous a vus parce que je crois que quelques heures plus tard, peut-être nous serions morts. Alors, notre cas est tout à fait différent par certains côtés, mais similaire par d'autres. Parce que d'abord, nous étions deux. Il est similaire par le fait que vous aviez envisagé, vous l'avez écrit, de recourir au même procédé au cas où le compagnon qui était avec vous viendrait à décéder, c'est ça? On s'est retrouvés dans un face-à-face terrible qui a duré 12 fois 24 heures, avec le vide aux alentours, pas de poissons,
aucun moyen de se nourrir, aucune algue, aucun plancton. Et on voyait chaque jour, enfin chacun de nous voyait l'autre s'affaiblir de plus en plus. Et on lisait pratiquement la mort dans le regard de l'autre. Et chacun, on en est venu à penser qu'il va peut-être mourir avant moi. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Et comme pour les naufragés des Andes, la nécessité de survivre nous est apparue à chacun de nous deux comme absolument essentielle. Et pour nous, le problème a peut-être été plus cruel parce qu'il n'était évidemment pas question de discuter de cette idée, puisque le seul qui était à manger, c'était l'autre, et ça aurait quand même été une discussion plutôt malsaine. Et ce qui fait que c'était une réflexion très intérieure, et je sais que pour moi, heureusement que heureusement que mon compagnon a survécu, parce qu'il était à un moment sur le point de se suicider, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait, et j'aime mieux pas le savoir. Mais vous avez pensé utiliser le même procédé que... Oui, à partir du 7e jour, on a tous les deux commencé à penser à ça. Et lorsque le désespoir était plus fort, l'idée se renforçait. Et par exemple, au 10e jour, on est approché à 10 000 des îles Baléares. Là, notre espoir a tout d'un coup revenu. Et on a cru qu'on allait aborder les Baléares. Le vent nous poussait contre les Baléares. Et pendant 2 jours, on n'y a plus du tout pensé, puisqu'il y avait une autre solution. Et puis le vent a tourné et on a été chassé au large. Il y a eu une tempête qui s'est relevée. Et alors là, de nouveau, cette idée a repris de la force. Et on est vraiment arrivé à un stade où la mort de l'autre était une question d'heure. Et chacun avait l'impression que l'autre était plus faible. Parce que moi, physiquement, j'étais extérieurement très amoindrie. Et lui, c'était plutôt moralement que ça n'allait pas très fort. Est-ce que, très honnêtement, est-ce que vous avez souhaité à un moment donné la mort de votre compagnon? Non, très honnêtement, absolument pas. Mais c'est très difficile à discerner parce qu'on arrive dans des situations comme ça, à force de vivre sans dormir, sans rythme de vie, c'est-à-dire qu'on ne mangeait pas, on buvait très peu, on n'avait pas d'heure, on jugeait mal le temps qui s'écoulait. On arrive à avoir des rêves plus ou moins éveillés, qui sont plus ou moins des cauchemars, et on arrive difficilement à séparer la fiction de la réalité, ce qui fait que il n'y a plus de réelle dimension, on est dans une autre planète pratiquement. Et il est très difficile de juger des pensées et des actes de ces moments-là avec des critères tout à fait normaux. SVP. Il y a des questions qui s'adressent aux médecins, c'est-à-dire au professeur Trémolière, parce que nombreux sont les téléspectateurs qui se demandent s'il était vraiment indispensable de manger de la chair humaine. Et ils demandent combien de temps un homme peut-il vivre sans manger? Eh bien, moi ce que je dirais, c'est que dans des situations extraordinaires comme celle dont on vient de parler, moi je me garderais bien de dire quelque chose, n'est-ce pas? Moi, si vous voulez, ce que j'ai vu des grèves de la faim, j'ai eu à nourrir des déportés, n'est-ce pas? Et pour ne pas éluder la question, c'est vrai que dans une grève de la faim, dans un lit, n'est-ce pas, et par conséquent au repos, avec de l'eau, eh bien, on peut vivre, ça dépend des réserves qu'on a dans le corps, mais on peut vivre, quand on n'est pas trop vieux, mais j'ai eu une grève de la faim chez quelqu'un qui avait, je crois, 78 ans, et on peut vivre facilement 3 semaines, ça devient dangereux à partir d'1 mois, et on peut vivre 2 mois, n'est-ce pas? Mais vous étiez dans des conditions absolument différentes, en ce sens que vous étiez dans le froid, qu'il y avait des efforts physiques à faire, que vous étiez avec de l'eau qui s'évaporait, etc. Par conséquent, je me garderai absolument de transposer. Et je crois du reste que... Par conséquent, moi je ne me permettrai pas, n'est-ce pas,
n'ayant pas été dans des situations de ce genre, de dire quoi que ce soit. Et sinon, de dire qu'effectivement, dans toutes les situations de ce genre, on a mangé de l'homme mort, n'est-ce pas? Parce que le problème du cannibalisme est un tout autre problème, n'est-ce pas? Que ce soit, vous mentionniez les Allemands à Stalingrad, dans le siège de Leningrad pour les Russes, ils ont mangé. Et chose curieuse, je crois que c'est la seule fois où il y a eu des sanctions. Parce que là, nous avons retrouvé des documents, enfin par une amie, des documents des grandes famines de Russie de 21, 22, etc., où, naturellement, on a mangé des morts comme ça. Le problème se posait différemment, parce qu'alors là, ils étaient tellement dénutris que on commençait par les viscères qui restaient encore, n'est-ce pas? Autrement dit, dans toutes les situations de ce genre, l'homme s'est comporté ainsi. Je crois qu'il faut comprendre oui. qu'il a mangé les morts, pas seulement pour survivre, mais surtout pour sortir des montagnes. Sûrement. Absolument. Alors, c'est pour ça qu'il a commencé beaucoup plus tôt que peut-être on pourrait faire d'autres circonstances. Sûrement. Du reste, ça montre absolument l'importance, n'est-ce pas, de ce que nous appelons les facteurs psychologiques, ce qui est un bien mauvais mot, n'est-ce pas, à savoir la motivation de vivre. Oui. Ça, c'est une chose frappante, que ce soit, je m'excuse de la comparaison, en expérimentation animale, n'est-ce pas, ou sur l'homme, un homme qui se laisse mourir ou un animal qui se laisse mourir, on ne peut rien contre, n'est-ce pas? Je pense, ça se fait dans l'expérimentation animale, quand vous mettez un animal dans le froid à moins 15, n'est-ce pas? Bon, ben, vous avez la plupart des rats qui meurent en 1 ou 2 heures, et vous avez des rats qui ne meurent jamais, pas parce qu'ils luttent, n'est-ce pas? Ils bondissent dans la cage, ils sont atroces à voir, c'est une espèce de supplice, dont on se demande s'il est permis, c'est un des tests qu'on emploie en physiologie, et par conséquent, la volonté joue un rôle absolument extraordinaire. Dans les armées, je pense à des expériences qui ont été faites dans l'armée britannique, n'est-ce pas? Quand des gens sont motivés, même en mangeant extrêmement peu, ils sont capables de faire des efforts absolument formidables. Autrement dit, il n'y a aucune loi physiologique là-dedans. Et l'effort de l'homme, et je crois, enfin j'ai lu ce que vous avez fait, n'est-ce pas? L'homme est un être surhumain à ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il est capable, n'est-ce pas, quand il veut, n'est-ce pas, quand il veut véritablement, sauf, n'est-ce pas, contre le froid. Et le sec, on parlait tout à l'heure du désert, n'est-ce pas? Oui. Dans le désert, je ne sais pas comment ils ont réussi à survivre. Oui, dans le désert, c'est un film. avalanche. Dans le désert, c'est un film, Dans une monsieur le professeur Trémolière. Oui. Mais là, justement, je crois qu'il y a une question à poser à nos invités, monsieur Canessa et monsieur Parado, c'est comment, je crois que la température était d'ordre de moins 20, c'est ça, monsieur Reed? Moins 20 en dessous de zéro, enfin. C'était plus que ça, je crois. Plus que ça. C'était Plus que 40. Moins 40. En Bon, dessous de or, zéro. vous étiez comme sont les passagers d'un avion qui transite. Vous n'étiez pas habillé pour ça. Vous aviez un manteau, un imperméable, des vêtements de sport. Bon, on peut donc, si vous voulez, s'étonner de cette performance. Oui. Comment vous avez réussi? Et le professeur Trémolière s'interrogeait aussi. Absolument, parce que la résistance au froid, n'est-ce pas, l'homme a très peu de capacité. Il peut multiplier, pour le froid, je m'excuse de ce détail technique, on peut multiplier par 3 ses dépenses et c'est tout. Et par conséquent, c'est impossible de résister au froid si vous êtes dans un courant d'air et si vous n'avez pas une protection vestimentaire suffisante. Vous les avez apportés, je voudrais les montrer. Vous avez ici, d'ailleurs, je vais vous laisser le faire, monsieur Canessa, si vous voulez bien, confectionner des protections de fortune avec, tous les passagers des avions reconnaîtront, avec l'étoffe des sièges, avec l'étoffe des dossiers et des sièges, et vous aviez confectionné, je peux vous demander de le mettre pour montrer comment vous étiez à ce moment-là, monsieur Canessa? De l'enfiler, pour montrer, je veux dire, dans quel dénuement vous étiez. Oui. Voilà comment étaient équipés des hommes qui ont résisté par moins 40. Je veux dire, ça paraît incroyable. Hein? Oui. Avec des moufles qui sont comme celle-ci, c'est-à-dire inexistantes par rapport à n'importe quelle grande montagne. C'était par nuit que la température est ici. Oui, je comprends bien, je comprends bien. Le fuselage est devenu un peu un igloo, on dit igloo? Oui, igloo, c'est ça, oui, monsieur. Dedans, c'était un peu plus chaud. Oui, je vous en prie. Une chose, que le froid, vous ne le sentez pas sur la peau, vous sentez sur les os. C'est une chose qui est de l'air. De l'air, c'est ça, c'est froid. Et quand vous sentez ces choses, vous aimez de rester incroyable. Era muy dolorosa la situación del frío.
C'était une situation extrêmement pénible que cette situation du froid. Une fois, j'ai dû dormir où dormaient ceux qui avaient la jambe cassée. C'était dans une sorte de hamac, c'était un peu plus isolé et il n'y avait pas beaucoup de chaleur humaine. Mais c'était incroyable. Le matin, il faisait un froid épouvantable et moi, j'aurais voulu me mettre même sous l'avion parce que c'était une sorte de douleur, en fait, et je ne voulais plus sentir cette douleur. Il faut voir comment nous étions tous dans des circonstances différentes. Par exemple, moi, j'avais tout mon corps en bon état. Je pouvais donc être dans une situation un peu plus inconfortable. Mais il y avait certains de nos camarades qui avaient leurs jambes cassées. Alors, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas dormir contre les autres parce qu'ils avaient trop mal à leurs jambes. Par conséquent, leur situation était beaucoup plus pénible que la nôtre. Nous avons pu marcher, bien entendu. Mais nous faisions quelque chose. Nous étions utiles. Mais il y en avait certains qui ne pouvaient absolument rien faire. Ils devaient être restés assis. Eh bien, nous, en fait, nous ne voyions pas la mort arriver parce que nous pouvions faire quelque chose. Mais tous ces compagnons qui ne pouvaient rien faire, c'était quelque chose d'horrible et c'est admirable de voir comment ils ont résisté. Je voudrais aussi répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées par l'intermédiaire de SVP. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle a pu supporter, elle a pu survivre pendant 30 jours. Bien sûr, nous aurions pu aussi rester 30 jours sans manger, peut-être même 72 jours. Mais alors à ce moment-là, cela aurait été trop tard. Nous n'aurions pas pu nous en sortir, nous en serions morts. Et si nous avions eu 100 grammes de carottes, par exemple, pour manger tous les jours, alors à ce moment-là, nous n'aurions pas eu à manger de la chair humaine. Nous avons dû manger la chair humaine dès le début pour pouvoir nous en sortir. Mais en plus, nous avons dû marcher pendant 100 kilomètres dans la neige. Nous y enfoncions jusqu'à la taille. Nous avons dû escalader 5000 mètres en blue jeans, tout simplement. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas mangé. Nous avons perdu 30 kilos, même en mangeant de la chair humaine. Et puis en plus, il y a quelque chose tout de même de très important. La situation de l'homme en face de la mort. C'est peut-être en fait le souvenir le plus fort que j'ai gardé. On se dit par exemple qu'on a un ami qui va mourir parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques et qu'il n'y a pas de moyen de l'aider. C'est ce qui est le pire de tout, en fait, voir les autres mourir, et ceci me révolte complètement. Moi, je me rappelle quand j'étais à côté d'eux, je voyais leur regard complètement hébété, je ne pouvais absolument rien faire. C'était épouvantable, nous ne pouvions rien faire, nous étions complètement inutiles. Tout ce qu'on pouvait faire, eh bien, ne pouvait pas les aider à se sortir de là. C'est impressionnant, réellement. Quand on voit qu'il y a de la vie et puis qu'on ne peut rien faire, eh bien, c'est épouvantable de ne pas pouvoir aider autrui. Ceci, n'est-ce pas, malheureusement, c'est une situation dans laquelle, en médecine, quand on est un peu plus vieux que vous, n'est-ce pas, on est confronté. Et vous êtes devant des cancéreux, devant toute une série de cas qui sont comparables, si vous voulez, au cas de celui qui demandait d'être suicidé tout à l'heure. Et moi, ce que je dirais là-dedans, n'est-ce pas, c'est que, surtout, il ne faut pas en parler, et surtout, il ne faut dogmatiser en rien là-dessus. Autrement dit, les décisions et ce qu'on va faire dans ces situations-là, elles se prennent, n'est-ce pas? Et l'homme, il est présent là, n'est-ce pas? Et il se fait des choses qui sont des mystères totaux. Et je crois qu'un point sur lequel il faut insister, nous vivons trop, je m'excuse de vous parler en tant que jeune médecin et vieux médecin, nous vivons trop dans l'idée que nous pouvons toujours quelque chose. Il y a des situations où on ne peut plus rien, n'est-ce pas? Sinon prendre la main, sinon des choses, ma foi, tout à fait fondamentales. Et surtout, ne traitons pas ça intellectuellement ou dogmatiquement. Devant des situations de drame, laissons le mystère jouer. Les décisions, elles se prennent. Il faut accepter de ne rien pouvoir faire, et de ne rien pouvoir faire dans la sérénité, parce que, cependant, la communication ne se perd pas. Oui, Monsieur Guissard. Je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit que je partage tout à fait l'opinion du professeur Prémolière, parce que même, voyez-vous, quand on est venu interroger aussitôt les moralistes, les théologiens catholiques pour savoir ce que l'Église en pensait, je ne pouvais pas m'empêcher, déjà en 72, même avant d'avoir lu le livre de M. Reed, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais au fait, de quel droit va-t-on maintenant se mettre à la place de ces hommes? De quel droit va-t-on essayer de faire passer ces situations uniques, ces situations limites, à l'aune, à la catégorie d'une mesure, même morale? On rappelle alors de grands principes et de vérités contre lesquelles, bien entendu, je n'ai rien du tout, au contraire. Mais la véritable conduite morale, la véritable décision de conscience, elle s'est passée dans les consciences de ces hommes au moment où ils étaient, dans la situation où ils étaient, avec les raisons, et les raisons très hautes qu'ils ont trouvées. Et en effet,
le mystère de la décision personnelle reste entier et il faut le respecter. Alors là, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Vous vouliez dire quelque chose? Non. Oui. Es muy importante que la gente antes de saltar a conclusiones. Il est très important avant d'arriver à des conclusions que pendant une seconde ou une minute, on se mette un petit peu à notre place. Moi, j'accepte toutes les opinions et j'aime écouter ces opinions. Chacun peut avoir la sienne, bien entendu. Toutes les opinions sont valables. Elles peuvent être simples, elles peuvent être profondes. Mais je demande aux auditeurs, aux téléspectateurs, d'essayer, non de nous justifier, bien entendu, car l'objet n'est pas de nous justifier, bien entendu. Moi, j'ai ma conscience tout à fait tranquille et mon camarade également. Mais il faudrait tout de même que les gens pensent que ceci pourrait leur arriver. J'espère d'ailleurs que ça n'arrivera pas, mais je crois qu'il faudra à ce moment-là que dans une situation, ils aient le courage de faire comme nous et de vivre. SVP. Eh bien, je peux dire à M. Parado, et je crois qu'il en sera très heureux, que à plus de 98%, les téléspectateurs qui sont très, très, très nombreux ce soir à nous téléphoner approuvent entièrement l'attitude qu'ils ont eue. Et il n'y a vraiment pratiquement pas la moindre fausse note, c'est tout à fait unanime. Je dois dire aussi, et cela nous fera plaisir à nous, des dossiers de l'écran, autant qu'à nos invités, que parmi les téléspectateurs qui, au début, avaient protesté contre les coupures dans le film, il y en a 2 qui ont téléphoné en disant « Eh bien, je retire absolument toutes mes critiques et je vous félicite pour l'émission de ce soir. Ça nous fait plaisir. » Cette question un peu mystérieuse que je vous avais annoncée au tout début de l'émission en vous disant que je la retrouvais, après avoir cru que c'était un canular, que je la retrouvais à plusieurs dizaines et dizaines d'exemplaires, c'est celle-ci. Je vais essayer je la pose comme elle est rédigée. Quel goût a la chair humaine? À quelle sorte de viande animale peut-on la comparer? Bueno, lo primero que tengo que decir que el hombre es en cierta manera un animal. L'homme est en fait un animal. Il est composé de la même façon. Il a les mêmes éléments biologiques et chimiques. Il s'alimente, il se nourrit de la même façon que les autres animaux. Par conséquent, je ne me souviens pas du goût. Cependant, je comprends que les gens soient curieux et veuillent savoir quelque chose à ce sujet. Mais je crois que cela ressemble à de la viande de bœuf surgelée. Il n'y a pas de différence du point de vue chimique, il y a une différence du point de vue moral. On peut avoir une répulsion. On peut se dire, cette viande a un goût, d'où vient ce goût? Mais c'est une question morale beaucoup plus que de goût. Oui. Alors moi, ce que je voudrais dire, n'est-ce pas, c'est que vous avez employé tout à l'heure le mot tabou, n'est-ce pas, vis-à-vis de la chair humaine. Et je crois que la question sur le goût, il est indécent de la prendre dans le sens du goût. Mais biologiquement, n'est-ce pas, aucun animal ne tue, quand dans des conditions normales, les êtres de sa propre espèce. Sauf, n'est-ce pas, dans des conditions de faim, etc. Ou alors, là, il le fait. Et je pense que là, si vous voulez, ce que ça veut dire très profondément, c'est que les êtres qui nous sont familiers, n'est-ce pas, qui sont nos frères, manger leur chair morte, ça veut dire communier à notre propre mort. C'est-à-dire avoir le sens que nous-mêmes nous mourrons. Et c'est ça qui nous fait peur, n'est-ce pas? Et là, je crois que vous avez très bien dit tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'effectivement, vous avez communié à leur mort pour que la vie soit. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dans les petites lettres, ou dans ce que vous avez rapporté dans le livre, n'est-ce pas? Vous avez des phrases, par exemple, finalement, qui se rapprochent de celles de Saint-Augustin. Je m'excuse. La volonté de Dieu, c'est que l'homme vive, n'est-ce pas? Et mangeant des êtres qui sont des frères, comme ça, morts, vous communiez à votre propre mort, vous acceptez votre mort, vous acceptez de vivre pour la mort. Et par conséquent, c'est quelque chose d'extrêmement profond qui existe dans toutes les espèces animales, n'est-ce pas? Et toutes les espèces animales font comme l'homme dans des conditions extraordinaires, comme celles où vous avez été placé, n'est-ce pas? Je voulais dire une chose.
Muchas personas quizás se pregunten, Certainement, on s'est demandé s'il y avait de la violence ou pas de la violence entre nous. Eh bien, je vais vous dire ce qui suit en fait. Eh bien, les relations étaient tout à fait normales. Bien sûr, de temps en temps, on se battait un petit peu, on se demandait où on allait se coucher, on se demandait si on allait marcher sur quelqu'un et tout cela. Mais enfin, ça n'allait pas plus loin. Nous avions le problème de la religion. Pour ne pas avoir peur de la mort, eh bien, nous devions penser, eh bien, si je meurs, je vais au ciel. Ceci est donc une étape. Si bien que pour aller au ciel, eh bien, il fallait avoir la conscience tranquille. Il fallait donc se comporter en bon chrétien. Et le bon chrétien est celui qui aime autrui comme lui-même. Et c'est cela qui nous a permis, en fait, de jamais arriver à la désorganisation ou même au chaos le plus complet. Moi, je préférerais mourir en aidant les autres que tuer quelqu'un pour me sauver moi-même, car à ce moment-là, je n'aurais absolument pas pu regarder ma mère en face si j'avais été violent envers son fils. C'est très important. C'est la différence entre l'homme et l'animal, à mon avis. Mais, Monsieur Canessa, je voudrais vous poser une question, ainsi qu'à Monsieur Parado. Quand vous êtes revenu dans la vallée, enfin, quand vous avez retrouvé ce qu'il est convenu d'appeler le monde civilisé, est-ce que vous aviez, d'un commun accord, délibéré, volontaire, ou bien d'un accord tacite, décidé de ne pas raconter ça? Et est-ce que ça s'est fait par hasard? Monsieur Parado. No, no fue por casualidad. Non, ce n'est pas par hasard. Nous avions l'intention de tout dire, mais nous voulions d'abord en parler aux familles de nos amis qui étaient morts. Le reste du monde, pour nous, c'était tout à fait secondaire. Malheureusement, avant d'arriver même à Montevideo, les journalistes et de nombreuses personnes étaient au courant de très nombreuses choses et nous n'avons jamais eu l'intention de cacher les choses. Nous avons eu une conférence de presse à Montevideo où nous avons tout raconté. Par conséquent, nous n'avons pas eu l'intention de cacher les choses. Je voudrais dire que c'est au contraire l'inverse. Nous voulions aller voir les parents de nos amis pour leur raconter l'histoire telle qu'elle s'était passée. Nous n'éludions pas notre responsabilité. Nous ne voulions pas d'abord faire une conférence de presse où nous n'aurions pas eu en face de nous les parents de nos amis. Monsieur Nikolic. Eh bien, quant à moi, je pourrais dire qu'en tant que père de l'un de ceux qui ne sont pas revenus, lorsque nous avons su ce qui s'était passé et puis que nous avons eu connaissance de cette lettre, nous étions au Chili, nous étions à l'hôtel, car nous recherchions l'avion à ce moment-là. Et bien naturellement, la première impression que nous avons eue a été une impression au moins de surprise. Mais nous devons reconnaître qu'en lisant ensemble la lettre à l'hôtel, c'était un de ses compagnons qui nous avait donné la lettre, eh bien la première impression a été celle de penser à la situation épouvantable des survivants. Nous avons connu la décision de notre fils et nous, qui étions dans un hôtel différent du leur, nous avons appelé à leur hôtel pour parler avec avec leurs parents. Nous avons parlé aux parents de Canessa et aux parents de la fiancée de Canessa. Et nous leur avons expliqué ce qui s'était passé en pensant que peut-être ils auraient besoin d'un traitement psychique, car ils avaient eu une situation tellement difficile que nous pensions qu'il était tout à fait logique d'appliquer ce traitement, mais nous comprenions parfaitement la décision qu'ils avaient dû prendre. Évidemment, nous avons regretté que notre fils ait disparu, mais sans aucun doute, notre fils aurait fait exactement la même chose que les survivants. Si bien que la première impression des parents, je peux vous le dire, puisque notre fils, naturellement, a disparu, a été, en fait, d'essayer d'aider les survivants, car pour nous, c'était toute une équipe. Il y avait déjà bien longtemps qu'on les cherchait. Tout le monde vivait cette odyssée. Nous les attendions tous. Nous attendions l'hélicoptère quand ils sont arrivés, avec d'autres parents, bien entendu, et nous avons tous pensé qu'il fallait aider ces survivants. Voilà la première impression que j'ai eue lorsque j'ai appris la nouvelle. Eh bien, je voudrais ajouter tout de même quelque chose. Lorsque nous sommes sortis de la montagne, eh bien, nous étions très, très faibles physiquement. Et puis, d'un point de vue spirituel, nous étions un peu affaiblis également. Et psychologiquement, nous aurions pu être complètement détruits à cause de la réaction des parents, de ceux qui n'étaient pas revenus. Mais tout le monde se demande, eh bien, comment avez-vous pu vous sentir normal? Eh bien, grâce à l'appui et grâce à la force que nous avons reçue de la part de ces parents, car ils nous ont aidés considérablement. En fait,
fait, nous étions vulnérables d'un point de vue psychique. Et précisément, grâce à ce secours que nous avons reçu des parents, eh bien, nous avons pu survivre d'une façon beaucoup plus facile. Je voudrais aussi ajouter que je me suis retrouvée sur les lieux de l'accident plus tard. Donc, mon opinion est une opinion très bien basée. Et je me suis rendu compte de tous les problèmes qu'ils ont tous, des moments qu'ils ont dû passer, des efforts qu'ils ont dû faire pour arriver jusqu'au but. Et le père d'un des autres jeunes gens a dû, comme moi d'ailleurs, être hissé jusqu'au haut du sommet. Nous nous sommes donc rendus compte de visu des difficultés qu'ils ont eues, des problèmes qu'ils ont eus. Nous connaissons parfaitement le lieu de l'accident, nous savons où a été mise cette tombe. Je suis allée, j'ai pris des photos afin de les communiquer aux parents des autres jeunes gens qui sont morts là-bas. Car nous ne voulions pas que la tombe soit détruite par une autre avalanche, nous voulions conserver un souvenir et nous avons voulu aussi récupérer le corps de Echevarría. Monsieur Parado. Je voudrais dire que dans cet avion, dans ce mauvais avion, dirais-je même, j'ai perdu, pourrais-je dire, la moitié de ma famille. Et quand je suis revenue à la civilisation, eh bien, je me sentais pas très bien, il faut bien le dire, et grâce à l'appui de bien des familles, et parmi eux les Nikolic, bien entendu, car j'ai été invitée chez eux, et grâce à tous ces petits détails qui ne paraissent pas bien importants, mais qui le sont en fait, eh bien, grâce à ces familles, grâce à toute leur aide, eh bien, je suis sûre que nous n'aurions pas pu nous en sortir. En fait, tous les parents de ceux qui ont disparu nous ont aidés, nous ont appuyés. Je crois que sans leur aide, je n'aurais rien pu faire, et mes compagnons non plus. SVP. Oui, effectivement, juste après ce que vient de dire M. Parado, il y a une question qui s'impose parce que des téléspectateurs ont compris qu'en fait, les survivants, leurs familles, ne faisaient qu'un groupe. C'était des gens qui se connaissaient, qui avaient déjà, avant l'accident et bien avant l'accident, énormément de choses en commun. Oui, oui. Est-ce que cela n'explique pas la façon dont les choses se sont passées aussi bien pendant qu'après le sauvetage? Et on demande si les personnages, tous les acteurs de cette tragédie avaient été dans des conditions différentes, s'ils ne s'étaient pas connus avant l'accident, si tout cela se serait passé de la même façon. C'est bien difficile de répondre parce que c'est ainsi, mais est-ce que le professeur Trémolière peut... Je vous mets à contribution, mais c'est presque de la sociologie, là, en l'occurrence. Non, moi je n'y étais pas, n'est-ce pas? Et je crois que la manière dont le groupe... Oui. Est-ce que, si vous voulez, on peut répondre en tout cas d'une manière affirmative, est-ce que l'esprit d'équipe, vous faisiez partie d'une équipe de rugby, vous jouiez ensemble, vous aviez l'habitude, vous veniez de disputer des matchs. Bon, est-ce que cette cohésion a joué beaucoup et vous a aidé probablement Je crois que a sido... Oui, je crois que c'est cette cohésion qui a été très importante. Bien sûr, il y a eu aussi la foi en Dieu que j'avais perdue avant de quitter la maison et que j'ai retrouvée après cet accident. C'est une opinion qui est la mienne, qui m'est personnelle. Si c'était agi d'un avion commercial avec des passagers différents, des passagers de sexe différent que nous ne connaissions pas, des enfants, des personnes plus âgées qui se seraient trouvées dans des conditions physiques différentes, à ce moment-là, il aurait été beaucoup plus difficile d'en sortir. Cela peut-être aurait été possible, mais cela aurait été beaucoup plus difficile. Tout d'abord, moi, je voudrais dire que dans de telles circonstances, ce qu'on a été de par le passé n'a pas beaucoup d'influence, car on se trouve dans une situation fondamentale. On arrive à l'homme dans son essence propre, si bien qu'il est vraiment très difficile de répondre. Certains de nos compagnons, en fait, ont été très différents de ce qu'ils avaient été auparavant. Par exemple, le cas de Parado, il était très timide, et puis on a vu que dans la montagne, c'était un homme qui résistait terriblement, qui était très énergique. Il y a donc eu un changement à cause de ces circonstances.
Nous avons vu la générosité apparaître. Chacun, nous voulions nous aider les uns les autres. Et dans le quotidien, tout ceci se perd. Et je suis sûre qu'un groupe humain peut toujours arriver à cela lorsqu'on est dans des circonstances extrêmement difficiles et qui se précipitent. Et je suis sûre que tout groupe humain arriverait à la même chose. SVP. Il y a 3 questions maintenant que je vais poser. En fait, ce sont des choix que nos invités, M. Parado et M. Canessa, doivent expliquer. Est-ce qu'il y a eu un choix fait parmi les corps? Est-ce que dans ces corps même, il y a eu un choix fait parmi les parties qui devaient être mangées? Et la 3e question est, est-ce que la chair a été mangée crue ou cuite? Nous n'avons absolument pas choisi les corps. Nous avons commencé, nous avons essayé d'utiliser les corps des parents qui se trouvaient encore dans l'avion. Nous avons essayé d'utiliser le plus tard possible. Et la plupart des cas, nous avons mangé cette viande crue car nous n'avions aucun moyen de la chauffer et de la faire cuire. Nous n'avions que 2 caisses en bois que nous avons terminées en 2 jours. Je voudrais ajouter cela. Lorsqu'on parle des familles, eh bien, je voudrais ajouter que ceux qui restaient dans l'avion n'ont absolument rien dit, mais c'est nous qui avons pensé qu'on ne pouvait tout de même pas manger leurs parents. Nous ne voulions pas leur poser d'autres problèmes, ils en avaient déjà assez. Ils avaient une situation assez compliquée, si bien que nous avons pensé qu'il valait mieux, en réalité, laisser les corps de leurs parents pour un peu plus tard. Le jour où nous avons fait notre première expédition, lorsque nous avons dit à l'un de nos amis qui restait là que s'il était nécessaire, eh bien, à ce moment-là, on pourrait utiliser le corps de sa mère. Car en fait, notre compagnon, celui qui est à côté de moi, nous a dit, eh bien, vous pouvez manger ma mère. Et cet ami avait déjà beaucoup souffert, il avait même été blessé, et il nous a livré le corps de sa mère pour que les autres survivent. Naturellement, nous allions essayer de l'éviter, car nous comprenions très bien que c'était tout de même un problème que nous n'avons pas voulu lui poser. Mais c'est un problème en réalité que ne nous ont pas posé ces survivants. C'est nous qui avons pensé qu'il ne fallait pas poser un problème supplémentaire en mangeant tout d'abord les corps de leurs parents. SVP. Oui, parmi les téléspectateurs ce soir, il y en a qui connaissent mal ou qui ont oublié toutes les péripéties de cette aventure. Et ils demandent pourquoi avoir attendu plus de 70 jours avant d'avoir des secours ou avant d'aller à la recherche des secours. Oui, je vous en prie, monsieur Gris. Là, je peux répondre, car le corps de sauvetage des Andes a fait des recherches pendant 8 ou 10 jours. Mais nous-mêmes, de notre part, nous avons fait des recherches avec un avion uruguayen. Nous disposions de moins de moyens. Nous avons fait des recherches pendant 8 jours et nous n'avons rien trouvé. Mais ensuite, nous sommes passés assez près d'eux et nous n'avons pas pu les voir car l'avion était blanc, nous volions assez haut, il était dangereux de voler plus bas et cet avion de secours volait, je crois, à 6000 pieds d'altitude. Et par conséquent, on n'a pas pu voir l'avion qui était tombé. Nous avons donc fait des recherches avec des pilotes uruguayens. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions plus rien faire. Nous ne pensions plus trouver aucun survivant. Mais de toute façon, je pense que nous ne les aurions pas vus. En fait, l'hélicoptère, lorsqu'il est arrivé sur place, ne les a vus qu'au dernier moment, vraiment, quand il était au-dessus d'eux. Cela dit, la question était tout de même de savoir pourquoi vous avez attendu. Je pense que vous avez eu des raisons précises. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour tenter votre expédition définitive? Eh bien, il y a une raison très importante. Nous ne pouvions pas sortir de là. C'était en fait comme une prison. Le prison était le froid et la neige. Nous étions en hiver. Eh bien, il fallait attendre que la neige diminue un peu. Si nous sortions, eh bien, nous pouvions avoir une tempête de neige. Nous étions en blue jeans et nous avions des pullovers, c'est tout. Eh bien, nous aurions pu marcher 3 minutes dans la neige. Ça ne pouvait pas aller plus loin, si bien que nous avons dû attendre jusqu'au mois de décembre,
car en Amérique latine, c'est l'été, afin que nous puissions marcher grâce à des conditions météorologiques plus satisfaisantes. Alors à ce moment-là, nous avons pu préparer l'expédition, nous avons pu nous faire des chaussures plus ou moins spéciales pour la neige, avec les coussins des sièges. Si bien que le problème était un problème climatologique. Nous ne pouvions pas sortir parce que nous pouvions en fait subir une tempête de neige et il y avait trop de neige pour que nous puissions avancer. Au début, d'ailleurs, j'ai lu ça dans votre livre, Monsieur Reed, au début, tout au début, au moment de l'accident, si vous voulez, au mois d'octobre, Oui. Les rescapés sont éloignés les uns des autres et ils essayent de se rejoindre et ils n'arrivent pas. Enfin, ils descendent dans la neige, ils font un pas, ça. mais ils sont à moitié engloutis. Enfin, Oui. c'est ça, hein. Oui. Et aussi, il faut dire qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Avant de mourir, le pilote a dit qu'ils ont dépassé Corico. C'est une petite ville en Chili. Alors, ils ont pensé qu'ils étaient presque en Chili. Oui, oui. La vérité, ils étaient en plein montagne. Alors, il a su que la Chili était à l'ouest. Mais la vallée où ils étaient, c'était vers l'est. Alors, ils ont commencé par descendre vers l'est. Comment s'est passé comment est-ce que vous avez réussi à... Je ne vais pas vous demander de raconter tout parce que ce serait trop long, mais je veux dire, comment est-ce que finalement vous avez réussi après des jours et des jours à trouver le... C'est un hasard ou est-ce que vous aviez un semblant de direction? Non, nous avons le soleil, que la direction du soleil, c'est très important, et nous avons un compas de l'avion qui nous a dit la direction. C'est les choses plus importantes. Et con el sol sabíamos que nace en el este. Nous savions que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Et le 21 décembre, ceci est exact. Donc, tous les matins, nous essayions de voir où se cachait le soleil, derrière la montagne. Et pour nous, c'était l'ouest. Et nous pensions que à l'ouest se trouvait le Chili. Et le Chili est coincé entre la cordillère des Andes et la mer. Par conséquent, là, nous savions que nous pouvions marcher, essayer de parvenir à la civilisation. C'est ce que nous recherchions. La boussole de l'avion nous a aussi été très utile. Bien sûr, la boussole pouvait être modifiée et altérée par le champ magnétique et par d'autres éléments. Nous nous rendions compte que c'était quand même une aide qui nous était fournie. Et par conséquent, nous devions utiliser cette boussole. SVP, pardon, Catherine Pless, oui, voudrait intervenir. À ce sujet-là, quand nous nous trouvions dans notre canot de sauvetage, nous étions dans des conditions. Nous avions aussi que le soleil et les étoiles pour nous orienter. Et ce qui a peut-être dramatisé beaucoup notre cas, c'est que comme nous étions en Méditerranée, où les courants et les vents sont très variables, nous n'arrêtions pas de tourner en rond, d'aller dans n'importe quelle direction. Et ceci a eu un effet considérable sur notre morale. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons dérivé pendant 2 jours sur les Baléares, et puis brusquement le vent a tourné, et on est parti au large de nouveau. Et cette impression d'impuissance au milieu d'un élément aussi hostile, a beaucoup, sans doute, affaibli notre morale. Le seul secours pour nous, c'était soit qu'un bateau nous tombe littéralement dessus, soit que nous abordions une terre, quoique la terre pouvait être un danger pour nous puisque nous étions extrêmement affaiblis et qu'en abordant sur une côte inhospitalière, nous serions peut-être tout simplement morts là. Je pense que c'est peut-être un peu ce qui... Enfin, en montagne, il y avait toujours la possibilité d'aller vers quelque part, alors que nous n'avions pas du tout cette possibilité. Oui. Et ce sentiment d'impuissance que vous venez de décrire, Catherine Pless, je pense que aussi ont dû avoir le même sentiment avec Enfin, après avoir eu quelques espoirs, finalement, on n'en a plus aucun. Enfin, on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Ce qui était peut-être aussi assez terrible pour nous, c'est le fait qu'il y a énormément de bateaux qui nous sont passés tout près. Seulement, il y en a un notamment qui nous a cherchés pendant toute une nuit, parce qu'on avait encore des fusées à ce moment-là, et qui a abandonné ses recherches à l'aube et qui est parti. Et on a pensé à ce moment-là qu'il avait averti un secours quelconque, on n'a jamais rien vu venir, ou peut-être non, rien n'a été appelé en fait. Et que plus tard, on a souvent croisé des bateaux, soit de jour et ils étaient trop loin, soit de nuit et passaient trop près, très près, mais personne ne nous voyait. Il y en a même un qui, une nuit, nous est presque passé dessus
Et quand on l'a vu arriver, on était sur le point de sauter à l'eau pour pas qu'il nous écrase. Et finalement, on a presque chaviré par la vague d'étrave. SVP. Eh bien, je dois dire que les messages de sympathie pour Monsieur Parado et Monsieur Canessa ne cessent d'arriver, et qu'il y a aussi beaucoup de messages d'admiration pour Monsieur et Madame Nikolic, pour leur comportement, non seulement dans cette émission, mais aussi la façon dont ils l'ont exprimé. Mais il y a une chose que les téléspectateurs comprennent encore mal. Je ne dis pas qu'ils la critiquent, mais ils comprennent mal que les survivants aient accepté de participer à la rédaction d'un livre, et ils se demandent s'il n'y a pas peut-être de l'exhibitionnisme, ou alors une tentative de justification, ou peut-être, proposent d'autres téléspectateurs, même du défoulement. Comment peuvent-ils expliquer cette entreprise qui paraît un peu publicitaire? Monsieur Parado. Quiero decir que manera de justificarnos. Je voudrais me permettre de dire que je ne veux pas me justifier, je veux simplement me justifier devant Dieu, mais devant personne d'autre, car c'est Dieu qui me demandera des comptes le jour venu. Nous avons dû écrire ce livre car il y avait bien des bruits qui couraient sur ce qui s'était passé dans les Andes. Si nous n'avions pas écrit le livre nous-mêmes, eh bien quelqu'un d'autre l'aurait écrit. Et ce qui aurait apparu dans un autre livre n'aurait pas été vrai, tandis que dans le nôtre, c'était exact. Il n'y avait que notre vérité qui était la bonne, bien entendu. Nous ne voulions pas en réalité faire ce livre, mais nous l'avons fait pour que la vérité soit claire, qu'elle éclate devant le monde, et pour qu'on voit que nos compagnons ont donné leur vie pour nous et que nous aurions donné leur vie pour eux, si ceci avait été nécessaire. C'est la vérité que nous avons voulu dire, et un autre livre n'aurait pas donné cette vérité. Il y a une circonstance sociale qu'il faut prendre en considération. Les gens ont une certaine curiosité, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Et moi, j'ai entendu dire des choses absolument épouvantables sur nous. En fait, on a abordé le problème d'une façon qui n'était pas du tout la façon qui était souhaitable pour nous. Nous, en fait, nous avons pensé que ce qui s'était passé était extrêmement triste, était extrêmement regrettable. Or, en fait, on a essayé de faire du sensationnel avec ce qui était arrivé. On a laissé de côté toutes les valeurs humaines. Ce livre, naturellement, va être vendu en de nombreux exemplaires et ceci va peut-être nous rapporter beaucoup d'argent, il faut le reconnaître, mais moi, je garde ma conscience, la conscience que j'avais dans la montagne. Et cette conscience me dit, eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Eh bien, je dois bien l'utiliser. Le livre, en fait, a été dû à l'opinion. Il fallait dire la vérité. Et il fallait publier quelque chose puisque les gens voulaient savoir ce qui se passait. On nous a dit, bien écoutez, si vous voulez dire la vérité, nous pouvons le faire pour vous, mais si vous ne le dites pas vous-même, ce sera d'autres qui le feront, ils le diront mal. Madame Nikolic. Je crois qu'il est extrêmement important de dire que ces jeunes gens, avec cet argent qu'ils vont recevoir et qu'ils ont reçu, aident des familles qui ont perdu des parents, et cet argent va permettre d'aider une femme qui a perdu son fils, qui était son seul soutien. Je crois qu'il fallait le dire. Il ne faut pas parler de ce problème de la publicité. Ça n'existe pas. Je crois que ce qui va être fait avec cet argent est beaucoup plus important. Il faut dire Oui, aussi monsieur. que le livre n'est pas seulement une histoire morbide d'anthropophagie. C'est une assez petite partie du livre. C'est l'histoire de la foi, de l'amitié, aussi des familles qui ont cherché pendant des semaines et des semaines pour leurs enfants. C'est pas du tout seulement sur l'anthropophagie. Monsieur Guittard. Oui, je voudrais dire justement à propos du livre que, comme j'en lis beaucoup par métier, au départ, j'avais une certaine méfiance. Mais cette méfiance a été vite vaincue. J'ai assez vite compris qu'il ne s'agissait pas du tout de ce qu'on a appelé tout à l'heure de l'exhibitionnisme, ni de la publicité, car, premièrement, comme M. Eric vient de le dire, la partie qui concerne ce qu'on appelle improprement de l'anthropophagie,
n'est qu'une partie du livre, d'une part, que d'autre part, cette même partie est traitée avec toute la discrétion nécessaire, et disons une certaine rigueur même dans le récit, et qu'en plus, dans toute la littérature, appelons cela ainsi, si vous voulez bien, de récits vécus ou de témoignages qui déferlent sur nous en ce moment, il y en a évidemment beaucoup qui sont contestables, soit parce que précisément la dimension littéraire, entre guillemets, y est surajoutée et est très visible, soit parce qu'il y a des opérations plus ou moins suspectes derrière. Je n'ai pas eu ce sentiment du tout en lisant ce livre. Il est simple, il est direct, il m'a paru plein de véracité, et je comprends parfaitement, étant journaliste moi-même, ayant vu le comportement des journalistes dans cette affaire, je comprends parfaitement que les acteurs de ce drame aient éprouvé, par exemple, le besoin de mettre certaines choses au point, une bonne fois pour toutes. Il y a eu là cette précipitation un peu morbide que nous connaissons souvent et à laquelle il fallait mettre fin. Et enfin, j'interrogeais tout à l'heure M. Reed sur sa méthode, et je regrette un peu d'ailleurs que ça ne soit pas mieux expliqué quelque part, soit au début, soit à la fin. Ce livre est donc manifestement écrit à partir des témoignages oui. des rescapés, à partir de leurs conversations, et ça a été retranscrit même sous forme de dialogue, et à partir aussi de documents, il y a des cartes, il y a des photos, etc. Et donc, indépendamment même de l'aspect humain et de fraternité humaine qu'il y a là, je crois que c'est un travail qu'il fallait faire, et je l'ai lu personnellement avec une certaine fascination, non pas seulement pour l'aventure, mais en me disant une fois de plus, ce que je me suis dit souvent, c'est que les meilleurs écrivains n'inventent pas grand-chose. Ils n'oseraient sans doute pas inventer une situation comme celle-là, il n'empêche qu'elle a existé et qu'elle donne tout à fait légitimement lieu à un récit qui va beaucoup plus loin que même certaines réflexions que nous avons faites ce soir, pour voir jusqu'où l'homme peut être amené à aller au bout de lui-même. Je voudrais ajouter que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici présents en ce soir. Vous comprendrez que pour nous c'est difficile, c'est dur d'être ici. Lorsque nous avons reçu cette invitation, nous avons dit d'abord non. Ensuite, nous avions compris que notre présence était importante, car comme vient de dire le père Guissard, on a raconté beaucoup de choses là-dessus, on a parlé de sensationnalisme, et par conséquent, nous avons pensé que nous devions être là. Nous avons voulu dire les choses telles qu'elles se sont passées. Et c'est là, je le répète, une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Et c'est la raison pour laquelle, je le répète, nous sommes ici. Nous avons voulu appuyer ces jeunes gens, les aider et éviter justement que l'on raconte des tas de choses. SVP. Eh bien, Guy, pardon, oui. Excusez-moi, Catherine Pless m'avait demandé la parole tout à l'heure. Je voulais faire à peu près les mêmes réflexions au sujet du livre qui a été écrit sur notre aventure par un journaliste qui s'appelle La rage de survivre. Il y a peut-être 20 pages qui sont consacrées à la faim et à ces problèmes-là. Et évidemment, les journalistes se sont jetés là-dessus d'une façon tout à fait morbide et en essayant de retirer que l'aspect sensationnel. Et je dois dire que j'ai été profondément choquée par certaines questions que certains journalistes m'ont posées et par certains articles que d'autres ont écrits. Et je pense que, aussi bien dans ces deux livres, c'est toutes les questions qui sont alentour, tout le problème psychologique qui est beaucoup plus important que finalement ce problème qui tient finalement peu de place et qui n'est que l'aboutissement de nombreuses circonstances.
Oui, cela dit, je crois que, là je voudrais me tourner vers mon confrère rédacteur en chef de La Croix, je crois qu'il ne faut pas attaquer la presse en bloc, d'abord parce que ce soir nous avons une émission d'information. Bien sûr, oui. Et que, non, mais je comprends très bien, enfin je veux dire que vous avez parfaitement répondu aux notre questions, mais je veux dire que par exemple ce soir nous avons une émission d'information et que je crois que la presse, justement, internationale dans son ensemble, même s'il y a eu un certain nombre de bavures, si vous voulez, a quand même permis de faire comprendre des tragédies de ce genre, et sans elles, ça ne serait pas possible. Alors je veux dire qu'il y a... Je prends la défense de personne, mais je crois qu'il faut le dire. Vous êtes sans doute d'accord avec moi. Oui, tout à fait, oui. J'ai même eu la curiosité, si vous voulez, de revoir un peu le dossier de la presse française sur cette affaire. Je n'ai pas été particulièrement choqué, bien que, quand même, il y a certaines choses qu'on aurait pu éviter de dire ou de laisser entendre. Mais ce qui m'avait frappé, c'est dans le récit même de M. Reed, enfin dans le livre, c'est qu'en effet, vous avez été là-bas, dans votre pays, vraiment, semble-t-il, parfois assailli d'une manière un peu excessive. C'est tout ce que je voulais dire. Et sans doute allait-il mieux que ce soit moi qui le dise. D'accord. SVP? Eh bien, pour conclure, il y a une question encore qui intéresse beaucoup les téléspectateurs. Je voulais dire que pour notre part, ici à SVP, nous avons fait une découverte que feront tous ceux qui liront les fiches que je rapporterai et qui sont très très nombreuses. C'est qu'il y a énormément de gens qui se sont trouvés dans le même cas que M. Parado et M. Canessa. C'est vraiment une découverte assez étonnante. La dernière question que je pose... Ce sont des témoignages que vous avez Des recueillis. témoignages, exactement, et dans différentes circonstances. Surtout pendant la guerre, bien sûr, mais dans différentes circonstances. La dernière question, disais-je, s'adresse à M. Parado et à M. Canessa, bien sûr, et on leur demande comment, peu à peu, ils se sont réadaptés à la vie, disons, normale. On leur demande s'ils se sentent encore traumatisés. Certains demandent s'ils ont encore aujourd'hui des cauchemars. On demande même s'ils mangent de la viande ou s'ils sont définitivement végétariens. Voilà le genre de questions qu'on leur pose sur leur vie depuis le sauvetage dans la cordillère des Andes. Bueno, una de las causas fundamentales Eh de bien, la readaptación nuestra al medio fue en fait, si nous avons pu nous réadapter assez facilement, c'est grâce à l'aide de nos amis. On nous a accueillis non comme des héros, mais comme des amis qu'ils étaient heureux de retrouver. Nous voudrions aussi dire, tout au moins dans mon cas, je voudrais dire moi-même, et je crois que pour Roberto c'est la même chose, nous n'avons jamais fait de cauchemar. Et même pas la première nuit que nous avons passée hors des Andes. Nous ne pouvons pas juger si nous sommes normaux, si nous ne le sommes pas, mais ceux qui nous entourent nous pourraient nous le dire et personne n'a trouvé un changement chez nous. Bien sûr, dans notre façon d'aborder les problèmes de la vie, eh bien, il y a peut-être eu un changement, je crois, car c'est tout de même une expérience et nous avons appris à évaluer bien des choses que nous ne savions pas évaluer au préalable, qui sont des choses intérieures et non pas des choses extérieures. Autrefois, nous donnions des valeurs à certaines choses et ces choses n'en avaient pas. C'est le cas d'un verre d'eau, par exemple. Eh bien, tout le monde prend de l'eau, jette de l'eau, mais lorsqu'on doit lutter pendant 2 heures pour faire de l'eau à partir de la neige et une eau qui n'est pas bonne, eh bien, alors à ce moment-là, on s'aperçoit ce que c'est agréable de boire un verre d'eau lorsqu'on a soif. Il y a un changement dans l'évaluation des choses. On voit ce qui peut rendre l'homme heureux. C'est là le point fondamental de cette expérience. Eh bien, la première nuit que j'ai dormi dans un véritable lit, je ne peux pas dire que je me sentais très bien, mais en fait, ce qui me paraissait plus bizarre, c'est tout ce qui était autour de moi. Il y avait des mouvements qui étaient lents, les mouvements de mes compagnons étaient un peu bizarres. La civilisation a un autre dynamisme que le dynamisme que nous avions à cette époque-là. Mais, comme le disait mon ami, l'aide des autres a été très valable. Nous avons reçu de grands appuis. Les mères de nos compagnons nous ont aidés particulièrement. Et c'est grâce à cela que nous avons pu nous en sortir le mieux possible. Eh bien, je voudrais, avant de terminer cette émission, remercier tout spécialement Monsieur et Madame Nikolic. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Nikolic, je pense que cette émission a dû être extrêmement pénible pour vous et vous êtes venu ici en quelque sorte porter témoignage et je voudrais vous en remercier. Je voudrais vous en remercier parce que vous avez fait un voyage très lointain et vous avez vécu
1 heure et plusieurs minutes assez probablement difficiles. Je voudrais remercier également M. Canessa, M. Parado qui sont ici ce soir, remercier également Catherine Pless qui nous a permis d'évoquer une tragédie similaire et remercier en général tous ceux qui ont participé à cette émission et qui probablement ce soir nous ont fourni un certain nombre d'éléments d'information, d'éléments de réflexion pour répondre à la question que je vous posais en commençant cette émission. Qu'aurions-nous fait, qu'auriez-vous fait à leur place? Bonsoir, rendez-vous mardi prochain à 20h30.